Avis spectateurs, dans la dernière vidéo, on a eu l'occasion de voir les 3 premiers opus, et aujourd'hui on termine les 3 derniers de la saga. T'as l'air de pas avoir super envie. Non, tu crois? C'est si nul que ça? Ben disons que si c'était des chevaux sur un champ de course, leur nom serait probablement pas de folle, bourriquet et tocard. On va rester dans la thématique, bienvenue dans la ciné, prépare-toi à bouffer tes grands morts parce que là, on finit la saga Resident Evil. On commence donc avec Resident Evil Afterlife, sorti en 2010 et réalisé ainsi que scénarisé par Paul Je vais faire caca chez Paul. W.S. Anderson, qui a scénarisé et réalisé le premier mais qui a juste supervisé le 2 et le 3. Le film reprend l'intrigue 4 ans après le début de l'infection et 1 an après le volet précédent. Alors, je vais déjà péter un câble, mais le film d'avant expliquait que l'infection avait débuté il y a 5 ans. Donc pourquoi celui-ci nous explique que tout le merdier a commencé il y a 4 ans? Est-ce que t'as regardé le film d'avant pour éviter ce genre d'incohérence, Paul? Non, parce que là, logiquement, l'infection dure depuis 6 ans. Tu me sembles un tout petit peu incertain, film, et je sens que toi et moi, on va pas bien s'entendre si tu commences déjà comme ça. Les Alice Volkswagenovich ont enfin retrouvé la trace de tonton Albert, joué cette fois-ci par Sean Roberts. Et après des combats nuls sur des fonds verts aussi laids qu'une tapisserie de grand-mamie, Alice, la vraie cette fois, se fait injecter un produit qui contre le virus T et annule ses pouvoirs. Après un crash d'avion et avoir laissé Wesker pour mort, elle remonte la piste d'Arcadia et tombe sur Claire Redfield qui a perdu la mémoire mais aucune trace des autres survivants. En remontant jusqu'à L.A., elle se voit atterrir en catastrophe sur le toit d'une prison où un paquet de survivants espère de l'aide. C'est la première fois que je vois des gens se battre pour rester en tôle. C'est lequel? Fumier! C'est celui-là. Une nouvelle bande d'idiots donc, avec Luther, joué par Boris Kodjoe, superstar du basket, Crystal, joué par Casey Brainfield, l'actrice qui a fini serveuse, Angel, interprétée par Sergio Pérez Mencheta. Et ce sont franchement les plus appréciables. On a aussi Bennett, campé par Kim Coates, que vous connaissez pour son rôle de Tig dans la série Sons of Anarchy, et son assistant Kim, joué par Norman Young. Et franchement le reste on s'en beurre la rate. Alice s'aperçoit que Arcadia n'est pas une ville mais un bateau, et tout ce petit monde commence à flipper sévèrement quand ils s'aperçoivent que les zombies jouent aux 7 nains et creusent des trous un peu partout pour les déloger de la prison. C'est alors qu'ils se tournent vers leur sauveur, enfermé par erreur dans la prison, le beau, le magnifique, l'incroyable Jésus-Christ Redfield. Héros du premier, du 5e et du 6e jeu, joué par Wentworth Miller, mais fils de pute! Non mais vous vous foutez carrément de ma gueule là, j'espère! Calme-toi, le résumé est pas fini, tu taperas dessus après. Donc, alors que le plan on prend des guns et un SUV de 10 tonnes pour se taper un chemin à travers la horde de zombies tombe à l'eau, il passe par le tunnel des zombies et débouche dans le déversoir d'eau de pluie. Bennett pique l'avion d'Alice, Angel se fait buter, Crystal se fait bouffer, Luther se fait bouffer, Kim se fait trancher et Claire, Chris et Alice arrivent sur Arcadia où y a pas âme qui vive et retournement de situation, c'est Wesker qui capture les survivants pour continuer ses expériences. No shit, Sherlock. S'ensuit un combat style Matrix mal filmé où les armes n'ont aucun recul et où le scénario est derrière les héros pour finir sur Wesker qui s'explose avec sa propre bombe et les renforts d'Umbrella qui arrivent pour botter le cul de tout ce petit monde. Alors... I've come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of gum. Je vais garder une lettre, tiens. Ce film est mauvais. Mauvais au niveau d'un nanar qui n'a aucun budget, mais pour le coup il a coûté 60 millions de dollars, ce qui est un peu du foutage de gueule. Déjà, on va se mettre en jambe avec un truc très simple, c'est méga moche. Presque toutes les scènes d'action sont réalisées sous fond vert, et comme c'est géré bien comme il faut avec le cul, bah résultat, moche, 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 moche... Ah, c'est beau! Non, c'est moche. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais vous auriez pu prendre un chorégraphe qui n'était pas défoncé au plâtre, vu comment tout le monde envoie chier la physique dans ce film. Et pour comprendre de quoi je parle, je vous laisse juste avec ce que vous avez sous les yeux. Dans le fond, je suis le premier à apprécier ce genre de conneries visuelles impossibles à réaliser, mais là c'est trop gros pour que mon âme de gosse drogué au sucre puisse faire son taf et me dire de débrancher un peu. C'est parfaitement ridicule, point barre. L'utilisation massive de la 3D donne des plans assez jolis par moments, mais tu sens que c'est plus réfléchi pour être le moment Haribo dans la salle de cinéma qu'autre chose. À base de lunettes qui volent hors du cadre, de pièces qui explosent et de bullet time, le tout au ralenti permis par la caméra fantôme créée exprès pour faire ce genre de ralenti esthétiquement fou. La partie de la prison est assez space elle aussi. Non, parce que comment ton portail aussi solide que les genoux de ma grand-mère arrive à tenir autant de zombies? Comment les zombies arrivent-ils aussi vite et en si grand nombre sur le toit d'une prison aussi grande? Pourquoi il y a une prison aussi proche du centre-ville? C'est d'ailleurs tout le délire de The Walking Dead où la prison est suffisamment éloignée pour que les héros y élisent domicile. Si ça fait 4 ans que l'émeute et la contamination a frappé, comment les survivants arrivent-ils encore à bouffer? Pourquoi je kiffe autant la série The Witcher alors qu'elle est ultra éloignée des jeux et des livres?
T'as changé un truc à mon texte? Fuck. Et pour le reste des incohérences, je les qualifierais juste de « Non mais sérieux les mecs, qu'est-ce que c'est encore que ces conneries ?» Déjà, il reste encore des forêts? Je croyais que le film d'avant avait dit qu'il y avait plus que des déserts. Pourquoi les cellules du virus T ont une forme de T? Putain, dans les jeux on dirait du caviar qui aurait tourné au soleil. C'est carrément dégueulasse. Pourquoi vous avez pas repris le même truc? C'est déjà un peu plus menaçant pour un corps étranger qui est censé te tuer, puis te ramener à la vie et te faire bouffer des gens. Et tant qu'on parle du virus... Qu'est-ce que c'est que cette merde? Alors je sais que le trip 28 jours plus tard avec les zombies qui courent, c'est génial, mais là ça pose un problème niveau rétrospectif. En gros, les super zombies de l'opus précédent avaient une bonne tête de pomme de pin. Ils avaient pas les tentacules mutantes qui leur sortent de la bouche comme dans un mauvais hentai. Mais l'idée c'est de faire un clin d'œil, puisque ces zombies-là sont des Majini apparus dans le 5e jeu avec Chris et Sheva. Mais je ne me rappelle pas que dans une saga qui prend autant de liberté avec le matériel de base, mais qui s'emmerde quand même à expliquer pourquoi est-ce que les monstres changent d'un film à l'autre, il y a eu une quelconque justification à ça. Et ça devient un problème, parce que si le film ne l'explique pas, il ne fait pas son travail. Comprenez bien qu'on n'est pas dans un film profond avec des milliers de niveaux de lecture où les fans font des théories pour essayer de comprendre tout le bordel. On est dans un putain de divertissement, et si le film ne fait pas son travail, moi j'ai pas à faire ma tambouille dans mon coin pour essayer de comprendre. Donc, les zombies devraient être lents et cons, et pas taper des sprints comme Usain Bolt. Et en plus de ça, ils devraient être quand même un peu moins clean, parce que je rappelle quand même, ça, c'est les zombies du 3, ça, c'est les zombies du 4. On m'explique? Et c'est l'un des nombreux clins d'œil bancals que ce film et ses suites vont faire, histoire de pas trop s'éloigner des jeux. Et d'un côté, c'est cool, ça reste un peu fidèle, mais de l'autre... Bah portez vos couilles et faites votre propre série. Le film d'avant avait, je l'avoue volontiers, de grosses lacunes, mais au moins il avait de l'originalité dans l'adaptation. Et c'est là qu'on arrive au cœur du problème de ces adaptations, parce que pour le coup elles sont traitées comme telles, mais aussi comme des films à part entière dans une saga. Et ça ne fonctionne visiblement pas puisque personne dans l'équipe de réalisation n'a décidé de ce qu'il devait être. Prenons le cas Chris Redfield. Dans l'idée, c'est juste un autre clin d'œil pérave. Entre le fait que c'est un cosplay franchement nul, vu que l'acteur n'a ni la carrure ni la taille pour incarner le bonhomme de 1m85 pour 98 kg. Beau bestiaux, hein. Et ça, c'est pas le plus lourd. Si vous avez regardé la vidéo précédente, vous savez que Claire Redfield est la sœur de Chris Redfield. Et quand ils se retrouvent, ils ont poussé le délire de femme ultra forte tellement loin qu'elle lui pète le bras. D'un côté, moi perso, j'ai pas vu ma frangine depuis des lustres et il y a une putain d'épidémie de zombies, je lui fais un câlin digne d'un compacteur de bagnole, je reste pas là à la regarder comme une cloche. Et encore une fois, on a le problème des personnages tampons venus des jeux, puisque comme toute l'intrigue est centrée sur Alice, eh bien Chris et Claire ne servent à rien puisqu'ils ne sont pas les personnages principaux, c'est juste du fanservice. Et ça ruine totalement le potentiel des personnages. Chris, en plus d'être le putain de mec qui tombe à pic, est surtout un leader né. Dans une situation pareille à celle de la prison, il aurait dû être le chef de cette petite troupe de rescapés de par son charisme, son courage, son dévouement et le fait qu'il est foncièrement gentil. Il est toujours aussi génial. Là, le mec, c'est juste une vanne. Non, parce que prendre le gars de Prison Break pour jouer un prisonnier... Remarque, le mec, il a peut-être le même agent que Sienna Guillory. Hein. Et c'est pareil pour tous les autres personnages, antagonistes compris, qui ne font office que de fanservice entre le point A et le point B du scénario. Pour ceux qui n'ont regardé que les films, vous saviez qu'il y avait un gros passif entre Chris et Wesker? Les deux ont fait partie des Stars, l'équipe d'intervention que vous avez vu dans le second film. Et quand Chris a compris que Wesky était un traître à la solde d'Umbrella, il a passé une bonne partie de sa vie à chercher un moyen de mettre une balle dans la tête de son ancien chef. Il y a mieux comme lettre de démission, on va pas se mentir, mais c'est quand même un petit peu con parce que malgré ça, le film a quand même quelques bons points. Bon après, soyons réalistes, hein. Pour moi avec toutes les conneries qu'il y avait à l'intérieur, c'était complètement mort, mais bon... Je suis prêt à rendre à César ce qui lui appartient. Déjà, une petite chose un peu bête, mais j'ai adoré le questionnement d'Alice quand elle tombe sur le cimetière d'Avion, découvrant par là même qu'Arcadia est introuvable. Elle finit par se demander si elle n'est pas la seule personne encore humaine sur Terre, et ça la fait grave flipper. Dommage que Claire se pointe pour gâcher un si bon moment. Et ensuite, certains des décors choisis sont vraiment pas dégueux. La prison, les douches, la base chinoise d'Umbrella, et pour finir... le point fort du film, la musique de Tom and Dandy. Peu importe l'absurdité des situations que j'ai sous les yeux, mes oreilles se sont régalées. Les mecs ont fait un taf de fou avec mention pour le thème du bourreau qui est tellement bon qu'ils l'ont repris dans les suites. Transition toute trouvée pour enchaîner avec les suites, mais je conclurai quand même en disant que le film est loin d'être au niveau de son grand frère. C'est dommage parce que s'il avait vraiment porté son idée et qu'il avait pris son indépendance, il aurait peut-être pu être bien meilleur. Et surtout s'il avait été beaucoup moins what the fuck. Sa suite, Rétribution, sortie en 2012, est toujours réalisée et scénarisée par W.S. Anderson, est déjà bien plus intéressante que son prédécesseur. Alors je dis ça, mais honnêtement, le film il est subtil et con comme un manche à balai. Hein. C'est juste qu'il tente des trucs.
Un petit peu comme un gamin qui fait des efforts en maths, tu sais qu'il va réellement se planter, mais tu lui mets 2-3 petits points comme ça pour l'effort. Le film commence avec une scène d'intro montée au ralenti aussi superbe qu'inutile, où les porte-flingues d'Umbrella, Jill Valentine en tête, toujours campée par Sienna Guillory, font un carnage sur l'Arcadia. Alice se réveille dans ce qui semble être le donjon BDSM d'un maniaque de la propreté. Look at your sweater. It's ruined. It's dirty. Et après un interrogatoire des plus bruyants, les lumières s'éteignent, Alice s'échappe et après du dégommage de zombies au ralenti, elle retrouve Ada Wong jouée par Lee Bingbing. Elle et Wesker ont visiblement fait libérer Alice pour arrêter la Reine Rouge, la gamine non désirée, sociopathe d'intelligence artificielle du premier film, rappelez-vous. Vu qu'elle est partie complètement en roue libre puisqu'il n'y a plus vraiment grand monde dehors, mais qu'elle continue à faire des simulations pour vendre le virus T en se servant de parties du monde créées artificiellement et en peuplant les endroits avec des clones des employés morts d'Umbrella qui sont massacrés par centaines toutes les secondes pour le simple plaisir fou de voir des clampins mourir en masse. N'est-elle pas adorable? Putain, faites des gosses qui disaient... Wesker lui explique que le nouveau / vieux méchant de ce film, c'est elle et qu'il va falloir lui échapper, ainsi qu'à Evil Jean en passant par les différentes simulations pour qu'une équipe de choc puisse les récupérer, avant que la bombe qu'ils ont posée en arrivant ensevelisse l'endroit. Avec Ada, elles arrivent au plagiat de l'armée des morts... Pardon, la simulation banlieue. Et là, elle tombe sur Becky, jouée par Ariana Engineer, petite fille sourde et accessoirement la fille factice de son clone mort en début de film. Elle décide logiquement de la prendre avec elle. Mais quelle conne! Et alors que des visages bien connus de la saga reviennent, mais cette fois-ci du côté d'Umbrella, après 2 ou 3 échanges de coups de feu... Ada se fait capturer et Alice rejoint l'équipe d'extraction, composée de random porte-flingues et hackers, de Luther, toujours joué par Boris Kodjob, Barry Burton, joué par Kevin Durant, que vous connaissez pour ses petits rôles dans Lost et Viking, mais surtout dans The Strain, et aussi La Mèche, le John McClane des zombies, le lion aux cheveux blonds, Léon S. Kennedy, joué par Joan Herb. Et putain, c'est qui ce mec? Comme les garçons sont pas des flèches, ils ont besoin d'aide, et après un nombre complètement indécent de munitions dépensées et un paquet de monstres transformés en passoires, Alice et le reste finissent par perdre la gamine et s'ensuivra des combats contre des fonds verts ainsi qu'une grosse baston terriblement longue avec une utilisation du plagas complètement branque. Luther se fait buter, Jill est déshypnotisée, les héros sont retrouvés, Léon se fait friendzoner, Alice se fait piquer, Wesker fait l'enculer, et maintenant qu'Alice a de nouveau ses pouvoirs, ils vont devoir vendre chèrement leur peau vu le nombre de saloperies qui leur arrivent dessus. Alors je suis passé sur beaucoup des points de l'intrigue, mais vous en faites pas, on va y revenir. Et comme toujours, on change pas une équipe qui gagne et on revient toujours au même problème. Toute personne qui n'est pas Mila Jovovich n'a aucune importance et les personnages des jeux ne sont là que pour le cosplay. Et pour le coup c'est con parce que Léon est probablement mon personnage préféré des jeux. En même temps j'ai commencé la série avec ce sosie de Leonardo DiCaprio. Les défauts qui me frappent le plus seront encore une fois... Comment tu dis scénario en espagnol? El scénario. Enfin, les points de détail. Pour qui la Reine Rouge fait encore des simulations s'il n'y a plus un P1 qui les vendre? Pourquoi Wesker est devenu gentil alors que c'est quand même un incompétent de première doublé d'un gros enfoiré? Comment il a fait pour survivre à ça? Si vous pouvez produire des clones en quantité folle, je l'ai déjà dit, mais pourquoi vous vous emmerdez à chercher Ahmed? Si vous pouvez créer des environnements si vrais qu'on s'y croirait, pourquoi ne pas juste faire ça pour les survivants en sous-sol le temps que les zombies finissent par crever pour de bon de décomposition? Mais l'été va bientôt arriver. Si leur chair se décompose, ils ne pourront même plus bouger le petit doigt. Et ça prendra combien de temps? Dans 20 jours, ceux qui ont été atteints les premiers n'auront plus rien sur les os. Et surtout, Alice, ma pitchoune, pourquoi tu t'emmerdes à traballer une gosse qui va te ralentir dans un endroit infesté de zombies et de monstres en tout genre? Non, parce que dans un film comme Alien de James Cameron, la version longue j'entends, on apprend que Ripley a eu une fille et qu'elle est morte de vieillesse, sans enfant, à cause de l'abandon entre guillemets de sa mère. Donc quand elle tombe sur Newt, elle se dit qu'il y a moyen de rattraper le tir et d'offrir une famille à une enfant qui en est privée, sans parler du lien traumatique qu'elle partage après avoir survécu au xénomorphe. Mais là c'est juste con. Une gosse te tombe dans les bras et toi t'es en mode... Ok. Il faut savoir que Paul W.S. Anderson est un très gros fan de la saga Alien, ce qui explique son hommage. C'est d'ailleurs lui qui avait réalisé Alien vs Predator. Et pour le coup... hommage foireux ou pas, ça ne justifie pas un choix de scénario aussi bancal. Alors je dis pas, c'est dégueulasse de le laisser mourir, clone ou pas, et je suis parfaitement d'accord. Mais si le film avait développé un peu plus le passé d'Alice en expliquant logiquement que elle aurait aimé être ou a été une mère et qu'Umbrella lui a privé de ce droit, alors là ok ça passerait pour acceptable. Pas juste pour un plagiat merdeux d'Alien. Et tant qu'on parle des plagiats, ben je continue sur Alien, mais depuis quand les Super Lakers créent des cocons au lieu de bouffer les gens, excepté pour le sacro-saint cahier des charges du
film d'horreur qui interdit qu'on tue les enfants et le clin d'œil grossier. Certains des plans visuellement intéressants sont piqués du jeu Mortal Kombat, dont la première adaptation avait été réalisée par Paul W.S. Anderson. C'est cool, ça reste dans la famille, dirons-nous. Mais surtout, putain les mecs, l'armée des morts, c'est pas flagrant, c'est indécent tellement c'est évident. Et tant qu'on parle des problèmes d'inspiration, sans déconner les mecs, si vous avez plus d'idées, arrêtez d'aller les piocher dans les jeux. Non parce que là, ça crée plus d'incohérence qu'autre chose, et en plus de ça, ça fait pitié. Alors, dans Resident Evil 4... se retrouve dans le trou du cul de l'Espagne pour y retrouver la fille du président kidnappée par une secte fanatique. Considéré par beaucoup comme un des meilleurs opus de la saga, le jeu explique comment le méchant du jeu, Salazar, a infecté sa population avec un parasite endormi depuis des années, Las Plagas. Une jolie petite saloperie qui, contrairement au virus, transforme la population en esclaves meurtriers aux ordres du Palpatine en robe violette. Jusque là c'est bon, vous suivez toujours? Super, parce que même moi je me suis complètement paumé. Donc, pourquoi à la fin du film, quand il y a la grosse baston, vous claquez de nulle part le Plagas en changeant complètement le fonctionnement du bousin, puisqu'il ne transforme plus en esclave amorphe, tout juste bon à exécuter des tâches simples et faire péter le bouchon. Olé! Mais visiblement change Michel Rodriguez en machine de combat impossible à tuer qui résiste aux balles et met des béquilles de forain sans se faire chier. Si le Plagas est visiblement supérieur au virus T en tout point, puisqu'il ne te transforme pas en zombie amorphe aussi inutile qu'incontrôlable, étant libre service chez Umbrella, ben je me pose la question de pourquoi est-ce que vous shootez pas tous vos soldats avec, histoire d'avoir une armée invincible façon 3ème Reich. Qu'est-ce qu'il y a, c'est pas assez allemand pour vous? Non, parce qu'avec Wesker, hein, le blondin aux yeux bleus, vous êtes à ça d'y arriver, les mecs. Tous au labo du monstre nazi! Et tant qu'on parle de la baston de fin, revenons vite fait sur les combats et leur chorégraphie. C'est de la merde! Pas que le combat de fin soit ultra mauvais, mais entre la réalisation assez bordélique et les acteurs qui envoient la physique se faire cuire une dinde toutes les 2 minutes, au ralenti parce que sinon c'est pas marrant, et je sais pas trop ce que je déteste le plus. Le plus gros problème de la scène reste la durée qui est incroyablement longue. Il y a au moins 5 minutes de trop, et dans un film, 5 minutes, c'est long. Contrairement au plumard où c'est beaucoup trop court. Et pour finir sur ce qui ne va pas avec ce film, et si on rajoutait un petit message bancal sur tout ça, hein? Quand Alice et Becky quittent la banlieue, elles se retrouvent sauvées par le clone de Michelle Rodriguez qui est visiblement bien plus mignonne quand elle ne fronce pas constamment les sourcils. Et après leur fuite, Alice demande à Michelle de protéger Becky le temps qu'elle porte secours à leur sauveur. Michelle lui explique qu'elle est contre les armes à feu, mais Alice lui montre comment on se sert d'un pam-pam-boom et repart jouer les personnages principaux. Le film se targue donc d'un petit commentaire sur les armes et la NRA, association américaine anciennement appelée le Ku Klux Klan, qui milite pour la libre circulation des armes aux États-Unis, et avec qui j'ai un gros putain de problème. Ça reste bienvenu dans un film où les armes à feu sont le principal moyen de défense, malgré le fait que j'ai toujours pas compris si mettre un flingue entre les mains d'une militante en lui disant que maintenant que tu peux te défendre, t'es la méchante n'est pas complètement contre-productif. C'est quoi le message? Vous utilisez une arme pour vous défendre d'une horde de monstres dont le principal intérêt dans la vie est de se tailler un bout de bidoche dans vos tripes? Faites-vous le pire des enculés? C'est pas un blague dans une épicerie sur qui vous tirez les mecs, mais bien des morts vivants sans âme et sans cervelle. Réveillez-vous. Personnellement, je prendrais plutôt une arme blanche, le genre de truc qui fait pas trop de bruit et qui ne risque pas de m'exploser un bras si jamais je m'en sers. Ah, regardez les flics et les CRS, hein, avec de simples LBD, des lacrymos et des matras qui font des merveilles sur la population. Alors imagine sur des zombies. Maintenant que la partie chiante est finie, on va passer à ce qui me fait apprécier le film, son idée générale. Si je devais parler d'adaptation parfaite de jeux vidéo, je parlerais toujours d'Hardcore Henry, car pour le coup, ce film est l'adaptation parfaite des codes ainsi que des sensations que tu as manette en main, mais retranscrites dans un film. Certes, certains d'entre vous me diront tout simplement que le film se repose exclusivement sur son idée au niveau de la caméra, et qu'il y a bien d'autres films qui reprennent les idées bien mieux visuellement. Mais pour le coup, il n'y a rien de plus simple et direct dans son propos. Quel rapport avec Rétribution alors? Si le film met ses personnages dans des simulations imitant le monde réel, ça n'est que pour rappeler les niveaux types d'un jeu vidéo d'horreur bourrin. Le niveau Moscou, Tokyo, la banlieue, le métro, et le reste des environnements comme les égouts si chers aux développeurs en manque d'inspiration, l'Antarctique, l'ascenseur, etc. Dans l'idée, le film cherche à piocher dans les codes du jeu vidéo pour les greffer à l'intrigue. Les clones ne sont là que pour être du décor en tant que victimes ou des PNJ, les personnages non jouables servant à faire avancer l'intrigue, donner des quêtes ou juste donner de la vie à l'univers. Le cadavre du clone d'Alice étant le meilleur exemple, comme un joueur repassant dans un lieu où il est déjà mort avec du meilleur équipement. Et jeu vidéo oblige, ça veut dire ressembler à une dominatrice BDSM en cuir latex. Sérieux meuf, comment tu fais pour pas crever de chaud là-dessous? La gamine étant l'incarnation de la mission escorte ou, par la suite, de l'objectif classique de sauver la princesse, ainsi que ses ennemis au visage identique, interchangeables et surtout pouvant arriver à l'infini, sont autant de clins d'œil qui rendent le film un peu original. La réalisation, quant à elle, n'est pas forcément mauvaise quand on la compare au second film ou même au prochain. Elle
l'utilisation des hologrammes en fondu avec les environnements réels sont une bonne trouvaille par rapport au premier film où l'idée était encore limitée par le budget. La scène de torture Alice est suffisamment longue pour être bonne. Les cuts brusques dans l'image et l'ambiance sonore ainsi que les déplacements d'Alice dans la pièce permettent instinctivement de comprendre qu'Alice perd la notion du temps et nous laisse nous faire des films sur tout le temps qu'elle a pu passer enfermée. Quant à la production sonore, elle est assez anecdotique, excepté le thème du bourreau de Tom and Dandy dont j'ai déjà parlé, le reste des musiques font le taf sans être ultra marquantes pour autant. C'est sûr que c'est pas les thèmes de Junkie XL. Et encore une fois, je conclurai avant de passer à la suite en disant tout simplement que le film a d'excellentes idées mais noyé sous un océan de maladresse. Il est franchement pas mauvais et très divertissant à regarder. Et pour le coup, vous allez voir, il y a bien pire. Resident Evil, le chapitre final, est le seul film que j'ai regardé uniquement pour cette vidéo, et putain, je dois beaucoup vous aimer pour m'infliger ça. Ouais, ou t'es juste un gros maso. Une chose dont je n'ai pas parlé, c'est qu'à partir du second film, l'intro de chaque chapitre explique l'intrigue des précédents, un petit peu à la manière d'une série télé, mais aussi des films Marvel. Alors dans l'un comme dans l'autre, je trouve ça con. Je peux comprendre l'idée, les films sont sortis avec quelques années d'intervalle, et il faut souvent rappeler aux spectateurs ce qui s'est passé. Mais si dans le second et le quatrième film, c'est justifié, par l'utilisation de caméras au sein du récit, dans tous les autres, c'est juste de l'exposition, et surtout dans celui-là. Vous vous exprimez seulement en faisant de l'exposition? Non, je fais ça pour introduire les personnages. C'est dégueulasse. On nous explique donc que ce n'est pas le docteur Ashford qui a créé le virus pour sa fille malade, mais le docteur Marcus pour... sa fille malade. On est qu'à 5 minutes de film et ça part déjà super mal. Non, parce que sans déconner, si vous voulez juste remplacer un personnage par un autre, pourquoi juste pas avoir gardé Ashford? Ben... surprise. Sa fille malade donc, et comme ça a genre bien marché, ben il a créé la Reine Rouge à son image. Donc ta fille est une putain de sociopathe. Marcus, est-ce que t'as pensé à, je sais pas moi, refaire une gosse? Histoire de, je sais pas, changer l'éducation? Non, parce que comme disait ma grand-mère, hein, les gosses c'est comme les crêpes. La première, elle est toujours foirée. Et le méchant Dr Isaac, en plus d'être un gland sans forcément être une grosse salope, avait visiblement un poste bien plus important dans l'entreprise, vu qu'on nous explique qu'il a 50% des parts de Umbrella, parce qu'ils étaient potes. Comme le virus t'est fou la merde, Marcus veut tout stopper, mais Isaac, voyant la bonne grosse tunasse bien sale qu'il peut se faire, le fait buter par Wesker, qui pour le coup lui a toujours été une grosse salope à la coiffure impeccable. Parce qu'on n'est jamais assez bien coiffé quand des zombies essaient de vous tuer, L'Oréal. Parce que vous le valez bien. S'en suivra alors tout le merdier de Raccoon City bien des années plus tard, ainsi que le reste des films. Le chapitre final reprend donc l'intrigue genre... on sait pas, mais après la bataille teasée dans le film d'avant, Alice a visiblement survécu à un truc énorme qu'on n'a pas eu le droit de voir, et s'il reste 2-3 connards et ce truc aux proportions complètement absurdes, elle arrive à se mettre en sûreté. Comme le scénario du film est sponsorisé par le Deus Ex Machina, elle est contactée par la Reine Rouge qui, me demandez pas pourquoi, est devenue cool et prévient Alice qu'Umbrella va tuer tous les survivants du monde entier de partout dans l'univers, et qu'il y a un antivirus qui peut sauver le monde, et que c'est à Raccoon City, et qu'Umbrella est dans le Hive avec le bignou, et que ramène ton cul et fais pas chier. Comme Alice avait rien de mieux à faire, elle y fonce mais se fait choper par Isaac. Parce que dans le 3, c'était un clone. Et comme il est en mode Inquisition Deus Vult, Alice lui rappelle qu'il a joué dans Game of Thrones en lui coupant une main, arrive à Raccoon City, se fait choper par des survivants toujours dirigés par Claire, qui a miraculeusement survécu aux 2 films d'avant, et après une grosse baston contre Isaac, toute cette bande de nazes fonce au Hive pour que Wesker, qui était là pour épousseter les plantes et arroser les meubles, puisse faire joujou avec le système de sécurité et les buter. La Reine Rouge explique alors à Alice « Parce qu'en réalité, l'apocalypse zombie, c'était Umbrella depuis le début !» Et qu'en plus de ça, ils veulent sauver le monde façon Arche de Noé. Et qu'en plus, il y a un traître parmi eux. Non, ça en fait, on s'en bat les couilles. S'en suivra alors des morts, des gens bouffés et un énorme balayécouillisme total de ma part pour finir dans le bureau du PDG Isaac qui est en fait le vrai. Parce que celui dehors aussi, c'était un clone. Mais aussi qu'Alice est un clone de la fille de Marcus toujours en vie et qui est cool. Et qu'Isaac a des pouvoirs de super technologique complètement débiles qui lui permet de lire l'avenir. Et Alice le bute grâce à son clone qui pique une crise existentielle. Et qu'elle libère l'antivirus qui a la capacité de sauver le monde en tuant le virus T, mais que ça l'épargne elle parce que bullshit main scénaristique caractère. Elle sauve le monde et là c'est fini. C'est le pire film de toute la saga. Je n'ai rien à en dire que je n'en ai déjà dit avant parce que le film se paye le luxe quand même de cumuler le défaut de tous les films de la saga réunis. Rétrospectivement, c'est du n'importe quoi bourré au forceps pour justifier le twist qu'Alice est un clone. Même si on l'avait pas vu venir depuis les 5 premières minutes puisque la fille de Marcus s'appelle, attention spoiler, Alicia. Surprise, motherfucker! Les événements de Raccoon City étaient visiblement un acte isolé qui résultera en un merdier pas possible, pas un acte délibéré et planifié par une multinationale diabolique. Et au niveau des incohérences, putain, c'est festival.
médical. Où sont passés les pouvoirs d'Alice? Non, parce qu'on parle de la trahison de Wesker vite fait sans vraiment définir le truc au début, mais en rien le film ne fait mention de la perte de ses pouvoirs. Comment les survivants arrivent à vivre dans une ville qui a pris une tête nucléaire en pleine tronche? Pour rappel, Hiroshima c'était en 45, mais les risques de leucémie ont mis 10 ans à disparaître. Et les gens chopent encore des cancers 75 ans plus tard, et sans les incohérences temporelles de la saga, la ville a été détruite il y a un peu plus de 6 ans. Si Alicia a été infectée au virus T, pourquoi n'est-elle pas devenue un zombie? Pourquoi t'as pas cloné ta fille, Marcus? Regarde Alice, elle va très bien alors qu'elle devrait être malade comme un chien enragé. S'il reste des armes dans le sac des agents d'Umbrella oubliés depuis le premier film, pourquoi est-ce qu'ils ont dû compter les balles puisqu'ils étaient dans cette salle et qu'ils ont bien pris le temps de parler dedans? Et même en admettant, en 6 ans, une arme, ça s'encrasse. Où sont passés Ada, Jill, Léon et Becky? Et si Claire a survécu, où est Chris? Mais le pire de tout, pourquoi on n'a pas eu le droit à cette putain de baston de ouf qui nous avait été vendu dans le film d'avant et qu'est-ce qui s'est passé à Washington? Et je n'ai pas à me poser ces questions. Et si Anderson avait juste regardé les autres films avant d'écrire son scénario, eh ben j'aurais pas à me les poser. Sans compter que si le film nous avait balancé direct 1h45 du siège de la Maison Blanche avec de la castagne de zombies, en veux-tu en voilà, 2-3 ralentis bien foutus et le retour de tous les personnages des jeux, eh ben ça aurait pu être une fin totalement fun, assumée, terriblement divertissante que j'aurais appréciée avec plaisir. Et pour le reste, le mixage son est affreux, le montage des scènes d'action est absolument misérable à tel point que j'ai rien compris à ce qui se passait tellement il y avait de cuts. C'est du niveau du second film, mais Alexander Witt avait l'excuse de bosser pour la première fois en tant que réalisateur. Les scènes de nuit sont illisibles tellement c'est sombre, les décors sont moches, c'est même pas digne d'un art post-apo, les personnages sont oubliables, les costumes sont bofs, les effets spéciaux sont pas trop moches, mais quand il s'agit des créatures de labo, c'est un dégueulis visuel et excepté 2-3 plans au début qui sont pas trop incohérents, y a rien pour sauver ce film. Rien du tout. Et le pire c'est que Paul W.S. Anderson est bon en général. Que ce soit sur Alien vs Predator, Death Race ou Resident Evil 1, il faisait des trucs pas dégueulasses. J'ai juste peur qu'après toutes ces années à bouffer dans la face que ces films étaient pourris, qu'il se soit résigné à faire n'importe quoi parce que bosser dessus lui cassait royalement les couilles. Mais en même temps, ça expliquerait le travail de cingouin qu'il a fait sur ce film. Alors, pour conclure, la saga se termine, et c'est déjà pas mal. Si les 3 premiers avaient des problèmes, ils proposaient quand même de bonnes choses, ainsi qu'une approche très originale d'une saga de jeux ultra populaire. Et les 3 derniers se retrouvent le cul entre 2 chaises, ce qui est quand même un sacré problème. Si pour le coup Paul W.S. Anderson avait continué dans la lignée du 3, c'est-à-dire du Mad Max post-apo, on aurait peut-être pu avoir quelque chose de sacrément intéressant, surtout s'il y avait la patte du premier derrière. Mais dans le fond, les films ne sont pas si mauvais, puisqu'on a quand même un ratio de 3 bons films pour 3 mauvais films. Comme toujours, je vous invite à vous en faire votre propre avis et de me dire ce que vous en avez pensé. Mais perso, malgré la tonne de défauts qu'ils ont, j'ai quand même passé un bon moment. Pas sur tous, bien sûr, mais la plupart ont vraiment du potentiel et sans forcément trop me prendre la tête, je dirais qu'il reste les adaptations de jeux vidéo les plus marquantes. Sans porter de jugement, nous avons tous tendance à apprécier les critiques négatives parce que oui, tout le monde a besoin de sa dose de sang. À l'époque de la Rome antique, on allait au Colisée, maintenant on a nos smartphones, alors cracher sur des films pourris sans être objectif, c'est très facile, mais combien d'entre nous pensent au film Silent Hill, qui est pour beaucoup la meilleure adaptation quand on vous parle de films tirés de jeux vidéo? On va sans doute penser à Super Mario Bros, mais surtout à Resident Evil. Cette saga est célèbre pour son matériel de base, sa fidélité, son infidélité, sa longévité, sa démesure, ses ralentis, sa Mila Jovovich et ses clins d'œil foireux à d'autres films, et j'arrive pas à avoir autre chose qu'un regard bienveillant sur eux. Bon, ok, maintenant que t'as fini ton speech, tu pourrais peut-être me dire pourquoi t'as dit 3 vidéos dans celle d'avant. T'as parlé de tous les films Resident Evil là, alors elle est où l'entourloupe? Parce que vous croyez vraiment qu'il n'y avait que 6 films Resident Evil? Eh bien je vous retrouve très vite pour la suite parce que j'en ai pas encore fini avec toutes ces histoires de zombies. Vous connaissez la chanson, abonnement, partage, oui parce que ton Facebook et ton Twitter te servent à autre chose qu'à te plaindre. Ainsi que la petite cloche pour ne rien rater et le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. C'était Simon Belmont et c'est fièrement que je vous dis à très bientôt pour la suite et fin de cette vidéo.